Bonjour à tous et bienvenue à cette présentation qui est destinée aux avocats, à leurs clients, ainsi qu'aux professionnels qui sont en charge de l'informatique et de la cybersécurité des avocats. Avec Éric Brianceau, nous allons passer les prochaines 45 minutes à couvrir un certain nombre d'éléments qui nous semblent essentiels pour assurer la protection des avocats, tant la numérisation s'immisce dans notre société et touche bien entendu les professions que l'on a citées. Éric est chef de produit chez nous, cela fait maintenant plus d'1 an et pour ma part, je suis directeur des affaires publiques et expert en cybersécurité et cela fait 17 années que je travaille pour EZ. Alors, qu'allons-nous voir aujourd'hui? Eh bien, déjà, il faut rendre à César ce qui appartient à César. C'est, ce document, le document que vous avez à l'écran, de l'ANSSI, qui nous a, fortement inspirés et qui, sert d'épine dorsale à cette présentation. Donc on va, débuter par un rapide tour d'horizon de cette épine dorsale, de ce document. Et puis ensuite, on basculera sur les risques et les menaces, à la fois celles évoquées dans le document, mais également celles que nos laboratoires peuvent mettre en avant. Et puis ensuite, je passerai la main à Éric pour une série de recommandations. Alors ce document, déjà, je vous recommande fortement la lecture parce que même si on va passer 45 minutes ensemble, le travail qui a été accompli par l'ANSSI est très complet. Et en 45 minutes, on n'aura pas le temps de le couvrir entièrement, bien entendu, d'une part, et d'autre part, nous avons une spécificité. Dans la cybersécurité est un champ assez large et nous sommes éditeurs de solutions qui couvrent principalement ce que l'on va appeler les endpoints, donc à savoir les terminaux en français, Windows, Mac, Linux, Android, à la fois PC, serveur, également la messagerie. Ça, c'est notre première activité. Notre deuxième activité, c'est ce que l'on appelle la Cyber Threat Intelligence, c'est-à-dire le renseignement sur la menace. Et cette activité permet, eh bien, au travers de nos 13 laboratoires répartis dans le monde, d'agréger des informations, à la fois nos propres informations, mais également des informations de l'extérieur, et de mener des recherches, des enquêtes sur les groupes d'attaquants, les victimes et les modes opératoires. Et à partir de cela, on crée notamment des rapports qui sont disponibles soit en source ouverte sur notre blog, soit sous forme de rapports privés dans lesquels on va donner un certain nombre d'informations complémentaires. Donc je vous le disais, c'est un document qui est complet, qui est aussi très synthétique parce qu'il fait 18 pages, donc normalement assez simple d'intégrer cela dans son agenda pour prendre le temps de le lire. Et lui-même, ce document est divisé en plusieurs parties, à la fois le contexte, les attaquants, divisés en 3 catégories, et puis ensuite les recommandations. Donc c'est ce schéma-là que l'on va suivre également. La raison pour laquelle le document a été créé, c'est que les cabinets d'avocats, alors on a essayé d'élargir un petit peu aux professions réglementées. On va quand même rester dans un cadre qui est proche de celui de la justice et où, je pense aux notaires par exemple. Et ces professions sont protéiformes, elles sont de toute taille, elles ont diverses disciplines en tant qu'avocats. Par contre, elles ont tout un point commun, c'est qu'elles manipulent et qu'elles ont accès à des informations de valeur. Alors, je pense par exemple au dépôt et à la gestion des marques, de brevets, des contentieux dans le milieu des affaires, des données personnelles, bien entendu, quelle entreprise n'en a pas. Et on se souvient notamment, assez loin, mais des Panama Papers, par exemple, dont la fuite provenait de cabinets d'avocats. Et à cela, on va ajouter que les usages, bien entendu, et les moyens évoluent. C'est-à-dire qu'il y a une numérisation croissante du monde de la justice, des procédures judiciaires en particulier. Il y a des interconnexions fortes entre les réseaux, à la fois des cabinets, mais ceux de leurs prestataires extérieurs. Et il y a aussi bien souvent un manque de cloisonnement. Alors ça, c'est l'ANSSI qui le dit, hein. Il y a bien souvent un manque de cloisonnement entre les équipements utilisés dans le cadre professionnel et dans le cadre personnel.
Alors ça fait peut-être référence à des cabinets d'avocats, peut-être profession libérale et ou de taille petite et moyenne. On le sait, les TPE, auto-entrepreneurs, ont l'habitude d'avoir un minimum de séparation, c'est une mauvaise habitude, mais un minimum de séparation entre la vie privée et la vie personnelle, à savoir par exemple utiliser le même smartphone pour son usage pro et perso. Donc, cette transformation numérique, hein, il n'y a pas de raison, hein, la société se transforme et va vers plus de numérique. Les avocats et les professions affiliées n'en font pas exception. Il y a un point également que l'ANSSI soulève, c'est ce que l'on appelle les attaques par supply chain. Et les attaques par supply chain, on verra un peu plus loin dans la présentation en détail un exemple d'attaque par supply chain. Mais avant toute chose, moi, il m'en vient un à l'esprit. C'est malheureusement celui qui est très récent et qui concerne la fuite de données de Pôle emploi. Et la fuite de données de Pôle emploi est liée non pas à un problème lié à Pôle emploi, mais un problème de sous-traitant qui s'est fait attaquer par un groupe d'attaquants qui s'appelle Clop. Et ce groupe d'attaquants utilise une faille, une vulnérabilité dans un logiciel qui s'appelle MoveIT. Et cette vulnérabilité qui a été d'une part repérée et puis ensuite exploitée à de nombreuses reprises par le groupe d'attaquants Clop, mais pas que, a fait un certain nombre de victimes, dont notamment un cabinet d'avocats parisien qui s'appelle La Tournerie Wolfram. Et ça nous amène finalement à cette nécessité de sensibiliser des professions qui, comme je disais, ont notamment accès à de très nombreuses informations personnelles et ou confidentielles. L'ANSSI, dans son document, classe les motivations des attaquants et par conséquent les groupes d'attaquants en 3 groupes. Le premier grand groupe va être politique, géopolitique. Le deuxième a des fins d'espionnage et le troisième a des objectifs lucratifs. On sait que les cabinets d'avocats ont été la cible d'attaquants opportunistes et ou ciblés qui ont eu pour conséquence de déstabiliser leur activité, voire à mettre directement en défaut leurs clients, notamment pour les intimider. Et ces opérations consistent bien entendu essentiellement à la divulgation des informations qui sont exfiltrées par les attaquants, alors soit de manière totalement mécanique et entière, soit en prenant des informations et en faisant une exfiltration plutôt méthodique. De l'autre côté, la deuxième méthode, c'est de rendre indisponibles les systèmes d'information, notamment en chiffrant les données. Et là, on est dans l'attaque, je dirais, assez classique du rançongiciel. Et donc, ces groupes d'attaquants vont être à la fois catégorisés de manière activiste. Donc, ils visent notamment à dénoncer des pratiques, soit des cabinets, soit de leurs clients, avec ou pas de soutien de gouvernements étrangers, par exemple notamment dans le contexte de tensions internationales. Mais ces groupes activistes ne sont pas les seuls. Ils sont aussi suppléés, si je puis dire, par des groupes présumés étatiques qui pourraient employer également ce mode d'action à des fins de représailles et ou de décrédibilisation, notamment par exemple de dissidents qui pouvaient être réfugiés à l'étranger. Alors, ce que dit le document de l'ANSSI également, c'est que si les cabinets d'avocats français semblent pour l'instant épargnés, eh bien, il ne faut pas oublier que les tensions géopolitiques qui sont aujourd'hui sont exacerbées et que les cabinets d'avocats peuvent être des victimes soit directes, soit collatérales dans ce type d'attaque. Et donc, la prudence est de mise. Le deuxième objectif est un objectif d'espionnage que l'on va sous-diviser en 2 catégories, à la fois un objectif économique et puis un objectif stratégique. Le premier, on sait que depuis les années 2020, des groupes d'attaquants présumés étatiques, encore une fois, se sont spécialisés dans la compromission d'entreprises étrangères, ce qui va leur permettre de collecter des informations commerciales. Donc,
leur but principal est tout simplement d'offrir un avantage compétitif aux entreprises de leur pays d'origine et tout cela en surveillant les activités de leurs concurrents, voire en dérobant de la propriété intellectuelle. Alors généralement, ça se fait dans des secteurs stratégiques, bien entendu, hein, la défense, l'aérospatiale, l'aéronautique et tout secteur d'activité qui a de forts impacts sur l'économie d'un pays. Dans son document, par exemple, l'ANSSI prend le groupe d'attaquants APT 196 en exemple, qui cible depuis 2013 de nombreux secteurs. Donc, je vous le disais, l'énergie, la santé, l'aérospatiale, et qui a conduit des campagnes visant spécifiquement des cabinets d'avocats. Par exemple, entre 2016 et 2017, le groupe a tenté de compromettre près d'une dizaine de cabinets internationaux, à la fois en Australie, aux États-Unis, et par des méthodes finalement assez classiques, des hameçonnages qui prenaient en référence les élections présidentielles, et notamment celle française de 2017. Donc, toujours dans ce document, et d'après des sources publiques, les opérateurs du groupe seraient liés au gouvernement chinois. Donc là, je laisse les propos, venant de l'ANSSI et je leur en laisse leur propriété. Et puis le deuxième objectif est un objectif stratégique, car outre l'espionnage économique, les acteurs présumés qui sont liés à des États sont également accusés de conduire des attaques contre des cabinets d'avocats pour collecter des informations stratégiques sur leurs clients. Donc, ce sont des attaques qui notamment ont été observées lors de contentieux internationaux ou au cours de campagnes menées contre des secteurs sensibles, encore une fois, dans des pays européens ou nord-américains. Et à titre d'exemple, l'ANSSI cite en 2015 le groupe d'attaquants APT 40 qui est lié en source ouverte au MSE chinois. Et celui-ci aurait compromis plusieurs organisations qui sont impliquées dans des conflits territoriaux entre le gouvernement chinois et ses voisins de la mer de Chine méridionale. Et pour terminer, finalement, la menace qui nous concerne toutes et tous, une menace qui vise finalement n'importe quelle entité à partir du moment où elle est numérique, elle utilise le numérique, et bien c'est l'objectif financier. C'est forcément la principale menace qui est observée en ce qui concerne les cabinets d'avocats en nombre d'attaques. D'ailleurs, à ce sujet, si le volume d'attaques, pas uniquement sur les cabinets d'avocats, mais le volume d'attaques de ce type de menaces vous intéresse, je vous invite à suivre le Mag IT, qui a dans ses colonnes, le magazine en ligne, qui a dans ses colonnes une frise temporelle qui essaye de recenser de manière très exhaustive les attaques visant les entreprises, à la fois à l'international, mais aussi en France. Et c'est une frise chronologique qui est interactive, qui est plutôt bien faite, et on y retrouve ainsi les différentes attaques. Et donc, cette motivation lucrative est celle qui a notamment touché nos mairies, nos hôpitaux, et très, très récemment, le Pôle emploi par l'intermédiaire de son prestataire. Il faut savoir que ces attaques ne visent pas en particulier des entités, mais que les attaquants vont finalement, au petit bonheur la chance, essayer de trouver des portes ouvertes, et lorsqu'ils trouvent une porte ouverte, eh bien, ils vont pénétrer, s'assurer de la viabilité financière et ou de l'intérêt des informations que la porte leur a laissé ouverte. Et si c'est le cas, eh bien, procéder au chiffrement des données et à la demande de rançon. Et dans cette demande de rançon, il y a un point qui est intéressant, c'est que pour bien fonctionner, les groupes d'attaquants cybercriminels de cette catégorie-là, donc les opérateurs de rançongiciel, ont pour objectif de pratiquer ce qu'on appelle la double, voire la triple extorsion. Et dans cette double et triple extorsion, ils ont à leur disposition un arsenal, notamment de communication. C'est-à-dire que si on se dit en tant qu'entité, organisation, que l'on va
passer sous silence le fait que l'on s'est fait attaquer, eh bien c'est très souvent peine perdue parce que les attaquants eux-mêmes publient, notamment sur des blogs, via le réseau Tor, la liste des entités qu'ils ont attaquées. Ils fournissent également bien souvent des informations sur les fichiers qu'ils ont récupérés. Notamment, certains fournissent une arborescence qui permet de naviguer comme si on était sur le disque dur et où les données qui ont été exfiltrées. Et au fur et à mesure, ils vont proposer quelques fichiers, voire des copies d'écran, mais quelques fichiers qu'ils vont distiller au fur et à mesure pour prouver qu'ils sont bien rentrés dans le système et surtout qu'ils sont en possession des informations. Donc, on ne parlera pas ici de gestion de crise, de remédiation, mais en tout cas, essayer de passer sous silence le fait que l'on ait été attaqué est bien souvent contre-productif. Il faut respecter un certain timing, mais en tout cas, c'est contre-productif. Alors, sur le terrain, EZ est un acteur mondial, hein, c'est plus de 2500 personnes à travers le monde, 1 milliard d'internautes protégés, notamment grâce à un partenariat avec Google. Aujourd'hui, on protège la gendarmerie nationale. Chaque ordinateur, chaque machine de gendarme est protégée par EZ. On protège un certain nombre d'entités dans le milieu industriel, mais on protège également, et c'est notre force, à la fois un très grand nombre de particuliers, ce qui va nous permettre d'avoir un nombre important de points qui vont nous remonter des informations, ce qu'on appelle la télémétrie, des informations de manière anonyme, et également un très grand nombre de TPE et de PME, qui elles aussi vont nous remonter un très grand nombre d'informations. Et grâce à cette télémétrie, eh bien, on va pouvoir réaliser des statistiques, analyser les tendances. Vous avez ici le top 10 des détections qui est issu de notre rapport sur les menaces du dernier trimestre 2022. Et cette présentation met en lumière deux éléments. Le premier, c'est que dans le top 1 de la détection, c'est un hameçonnage. C'est une pièce jointe qui est livrée via un courrier électronique. Généralement, ça se fait passer pour un écran de connexion aux applications populaires, notamment de messagerie, telles que Microsoft 365. Et cela cherche à voler les informations d'identification de la victime. Alors, on ne va pas rentrer dans la chaîne d'attaque, mais voler des informations d'identification, notamment Microsoft 365, c'est déjà mettre un pied dans le système d'information du client pour pouvoir ensuite aller récupérer d'autres informations qui vont permettre, à partir de 365, de redescendre jusqu'au système d'information qui, lui, se trouve sur les ordinateurs, les serveurs, etc. On a également en deuxième position une tentative d'attaque qui a fait son apparition dans le top mondial, c'est le Doc Fraud. Et en termes simples, on va dire que ce Doc Fraud est un courriel de sextorsion qui vise à manipuler les utilisateurs qu'ils reçoivent afin qu'ils payent une rançon. Alors essentiellement sous couvert de fausses allégations d'images et de prise de contrôle de la caméra et d'images qui auraient été saisies, photos ou vidéos, de la victime qui serait dénudée ou dans des positions compromettantes. Et cette évolution, cette remontée, cette arrivée du Doc Fraud, notamment en France, on le voit ici, la position de cette menace est en deuxième position pour la France, est due au fait qu'il y a certaines évolutions qui ont été apportées par notamment Microsoft dans la lutte contre les macros qui étaient finalement auparavant beaucoup plus faciles à fabriquer pour devenir malveillantes lorsqu'elles étaient jouées sur des ordinateurs. Et Microsoft a restreint l'utilisation de ces macros, ce qui fait que les chemins, on va dire, traditionnellement empruntés par les cyberattaquants pour pénétrer les ordinateurs, eh bien, se sont retrouvés être des impasses. Donc, il a fallu pour cela qu'ils puissent s'adapter.
La deuxième vulnérabilité qui, elle, est plutôt constatée au niveau mondial, c'est la vulnérabilité CVE 2017 11 882. Et encore une fois, elle est associée à une exécution de code à distance sur un logiciel Microsoft Office. Ce qui veut dire que lorsque le document qui est envoyé est ouvert sur une version vulnérable, parce que cela a été corrigé depuis, mais malheureusement, il y a encore qui ne sont pas mises à jour, sur une version vulnérable, eh bien, va permettre à l'attaquant de prendre la main sur le système d'exploitation, sur la machine de la personne ciblée. Alors, de ce rapport qui se base sur la télémétrie, ça nous permet aussi finalement d'observer géographiquement quelles sont les régions les plus attaquées. Alors, sur le dernier trimestre 2022, ce que l'on a constaté, c'est que le Japon était le pays le plus ciblé, suivi de près par les États-Unis. Et ensuite, en Europe, l'Espagne et la Pologne étaient parmi les pays également les plus ciblés. Alors, la France n'est pas dans ce top 3. Global. Par contre, la France est dans le top pour certaines menaces, et notamment, on l'a vu pour les menaces de sextorsion qui ont grandement bondi ces derniers mois. Alors, dans l'ensemble, on peut considérer qu'il y a une baisse de 7% au cours des 6 derniers mois en termes de volume général sur les menaces. On considère que c'est principalement dû à un retour à la normale après une hausse qui a suivi l'invasion de l'Ukraine. Donc, pour nous, c'est une correction, c'est une baisse, certes, mais c'est surtout une correction. Et comme je le disais, en France, la tendance ne correspond pas à celle que l'on a observée à l'échelle mondiale. On constate plutôt une once de menaces détectées et en particulier, je le disais, des attaques qui visent des utilisateurs, notamment pour leur soustraire de l'argent lié à la sextorsion. Je vous le disais en début de présentation, les attaques par supply chain sont malheureusement de plus en plus fréquentes et surtout très difficiles à repérer et à bloquer. Donc, je vous propose de vous arrêter 2 secondes sur une attaque de supply chain qui a une particularité, c'est qu'elle est double. C'est une attaque par supply chain qui a été perpétrée à l'encontre de l'éditeur du logiciel de communication 3CX. Donc, c'est un logiciel qui permet de remplacer la téléphonie standard telle qu'on la connaissait auparavant, donc le PABX, un boîtier physique électronique qui dirigeait les appels au sein de l'entreprise. Ceci, de la même manière que beaucoup de choses, s'est transformé numériquement et c'est maintenant un logiciel qui peut être à la fois hébergé chez l'utilisateur, mais aussi dans le cloud. Et il se trouve qu'une personne travaillant d'un des employés de 3CX a installé un logiciel de trading qui contenait un cheval de Troie. Et c'est grâce à ce cheval de Troie que l'entreprise 3CX a été compromise, notamment par la récupération d'identifiants. Et une fois que l'entreprise 3CX a été compromise, eh bien, les clients de l'entreprise 3CX ont eux-mêmes été compromis. Donc, on a en cascade une double attaque par chaîne d'approvisionnement. Donc, si cette attaque vous intéresse, vous retrouverez sur notre blog l'intégralité de la recherche. Vous avez ici notamment le mode opératoire. Et une fois que l'employé et l'entreprise 3CX a été compromise, eh bien, les attaquants ont déployé, en faisant une corruption du logiciel légitime 3CX, des menaces, et ces menaces étaient à la fois destinées à l'environnement Windows ainsi qu'à l'environnement macOS. Alors, on a pour habitude de considérer que l'environnement macOS est plus sûr que celui Windows. Alors, je ne sais pas s'il est intrinsèquement plus sûr. Ce qui est sûr, c'est qu'il est souvent moins ciblé. Et alors, sauf dans ce cas. Et dans ce cas, ce que l'on a constaté, encore une fois, grâce à notre télémétrie, c'est que
2 pays ont eu, en particulier sur macOS, donc une attaque spécifique. Et cette attaque, qui est connue sous le nom de Nuke Sped, visait à la fois des entreprises dont l'activité était en particulier la crypto-monnaie. Donc on n'a pas encore tous les détails de cette attaque et notamment des objectifs particuliers dans ces entreprises. Mais cela montre bien à quel point une attaque par chaîne d'approvisionnement, et ici double, met en péril une entité, notamment parce que le logiciel qui est déployé chez les clients, en l'occurrence sur les ordinateurs pour servir de téléphonie, eh bien, est considéré par défaut comme étant légitime. Ce qui fait qu'on est, on est moins vigilant que lorsque l'on va, par exemple, télécharger une application depuis Internet et ou répondre à un email. Alors, ce qui est assez notable dans cette attaque, c'est que au moment où c'est arrivé, cette deuxième étape, j'étais moi-même chez un prestataire informatique et ses clients, lui, il recommande 3CX et ses clients appelaient son support parce que EZ avait bloqué la deuxième étape de l'attaque. Et donc, il y avait un débat entre est-ce que EZ a bloqué de manière légitime ou est-ce un faux positif. Et il se trouve que, en l'occurrence, EZ avait bien bloqué une vraie menace qui était cachée sous la forme d'un logiciel légitime. Alors, cette attaque a eu un certain retentissement parce que 3CX est une entreprise mondialement reconnue et déployée. Et cela a même eu pour conséquence de créer un pic dans notre télémétrie, dans les détections, ce qui est assez rare. On peut se demander qui est derrière cette attaque. Eh bien, il se trouve qu'avec d'autres experts en cybersécurité, nous pensons fortement que l'attaque a été menée par un groupe qui s'appelle Lazarus. C'est un groupe qui est bien connu et qui est sophistiqué et qui est aligné avec les intérêts de la Corée du Nord. Lazarus est actif depuis au moins 2009 et il a été responsable d'incidents significatifs tels que WannaCry en 2017, le piratage de Sony, mais également le vol de plusieurs millions de dollars, à la fois en monnaie fiat et également en crypto-monnaie. Donc c'est un groupe qui a un historique et une habitude également de perturbation de l'infrastructure sud-coréenne. Alors, hasard du calendrier, nous avons également publié sur notre blog une liste de recommandations pour les victimes qui se sont fait attaquer par 3CX, et ces recommandations sont à la fois spécifiques à 3CX, mais sont également plus génériques et donnent des conseils pour pouvoir se sortir d'une crise, notamment liée à une attaque par supply chain. Je vais passer la main à Eric pour la partie recommandation. Je vous remercie de votre attention et si vous avez des questions, alors je n'ai pas le chat sous les yeux, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. On se fera un plaisir d'y répondre en fin de session avec Eric. Bonjour à tous. Benoît, je te prends la main. Hop. Normalement, vous voyez tous mon écran. C'est bon. OK. Alors du coup, on va parler un petit peu des recommandations de l'ANSSI. Donc c'est la dernière partie du document fait par l'ANSSI. Les recommandations qui sont divisées en 3 parties. D'abord la maîtrise des risques, ensuite la protection des postes de travail et ensuite la protection en confidentialité des données. Il y a énormément de recommandations, on va pas toutes passer dessus. Par contre, on va s'attarder sur certaines plus particulières et je vais aussi vous donner des astuces, des méthodes à mettre en place afin de déployer justement ces recommandations. Pour la maîtrise des risques, ce qui nous intéresse le plus ici, c'est la sensibilisation aux utilisateurs. On entend souvent parler que l'humain est le maillon faible de la cybersécurité. C'est un avis que certains ont. Mais en tout cas, il est très important de sensibiliser ces utilisateurs au risque. Donc ces employés qui peuvent notamment être victimes d'une arnaque, victimes d'un hameçonnage.
et il est primordial de justement sensibiliser les utilisateurs. Il y a différents moyens de le faire. Tout d'abord, l'ANSSI a mis en place un MOOC, donc une formation en ligne disponible directement sur leur site avec le lien qui est ici. Nous-mêmes, EZ, on met à disposition 2 blogs, donc We Live Security, qui lui va plus s'adresser au SI, et le Digital Security Guide, qui lui va plus intéresser les utilisateurs au quotidien, avec des articles sur la sensibilisation, comment démasquer les hameçonnages, comment démasquer une arnaque, etc. Et on met aussi en place chez nous des campagnes d'hameçonnage. La campagne d'hameçonnage est un outil très utile pour évaluer un petit peu la sensibilité de son personnel face aux arnaques, où on va envoyer un faux mail d'hameçonnage qui va envoyer vers une page où l'utilisateur pourra être usurpé. Mais vu qu'on fait ça en interne, ça permet de faire ça en toute sécurité et d'identifier quelles peuvent être les personnes sensibles à l'hameçonnage et d'y remédier par le biais de formation, par le biais de différentes sensibilisations. Ça, c'est le premier point très important, c'est sensibiliser les utilisateurs de matériel informatique dans son entreprise. Dans la deuxième partie de recommandations, donc il y a la protection poste de travail. Donc là, on va diviser ça en plusieurs parties. La première partie, ça va être l'utilisation de logiciels éprouvés et maintenus à jour, avec aussi l'application de mise à jour de sécurité rapidement, comme le disait Benoît, avec notamment les failles CVE. Deuxième partie, ça va être interdire l'installation de logiciels via des comptes utilisateurs et garder la main sur son parc informatique. On verra aussi l'implémentation d'un logiciel EDR ou antivirus, limiter la connexion des périphériques externes, donc clés USB notamment, et l'utilisation d'un navigateur sécurisé pour l'accès à RPVA pour les avocats, mais pour l'accès à des sites internet sur lesquels on peut être amené à uploader notamment des documents importants et sensibles. La première partie, ça va être du coup utilisation des logiciels éprouvés maintenus à jour et l'application de mise à jour de sécurité rapidement. L'ANSSI dit qu'il est recommandé d'utiliser les logiciels éprouvés, légitimes et maintenus à jour. Parce qu'en effet, quand une équipe de développeurs sort un logiciel, on va avoir des failles de sécurité dans le code qui vont permettre aux attaquants d'exploiter un logiciel légitime. Ça peut être un navigateur, ça peut être Adobe, ça peut être la suite Microsoft, on en parlait tout à l'heure de la suite Microsoft, et utiliser ces failles justement pour opérer une attaque, une cyberattaque. Une statistique qui est quand même très intéressante, c'est que dans 52% des attaques informatiques, il y a une exploitation à un moment ou à un autre d'une faille CVE. Les failles, on a WannaCry, on en parlait tout à l'heure avec Lazarus, qui a permis de déployer un ransomware. On a aussi Log4j qui a fait beaucoup parler il y a 1 an et demi de ça maintenant. Il est très important du coup de maintenir toutes ces applications à jour. Pour ce faire, EZ propose notamment le Vulnerability and Patch Management, qui va être une solution qui va permettre de lister l'ensemble de vos applications, métiers et enfin des applications professionnelles, mais aussi des applications un peu moins professionnelles, des navigateurs, des suites Office, etc. Afin de les scanner, de savoir si tout est à jour, si tout est conforme, et de les patcher, si ce n'est pas le cas, au plus vite, de manière automatique, de façon à garder son parc informatique sécurisé et à jour. Ça, c'est la première recommandation. La deuxième recommandation, c'est l'inventaire logiciel et matériel. Et on parlait aussi de savoir quel logiciel est installé dans son parc informatique. Il est très important de connaître son parc informatique, comment il est constitué. Et on a une console de gestion qui est Z-Protect, qui permet donc de remonter toutes les machines du parc informatique pour les protéger. Alors pour les protéger, ça va être pour déployer des logiciels d'antivirus, pour déployer des protections, mais ça va être aussi la possibilité d'inventorier toutes les machines de par leur spécificité. Donc par exemple, toutes les machines qui vont être sur Windows 10, les machines sur Windows 11, les machines Mac, les serveurs, etc., qui vont être contraints à différentes menaces en fonction aussi de leur environnement. Grâce notamment au groupe dynamique, on peut répertorier de manière automatique certaines machines. Par exemple, on peut créer des groupes dynamiques en disant toutes les machines qui utilisent Mozilla Firefox.
Et comme ça, on va pouvoir déployer certaines protections particulières pour ces machines-là en particulier. Alors que d'autres machines ne vont pas être concernées par ça. Donc ça, c'est très important de connaître son parc et de pouvoir le gérer de manière automatisée et efficace. On peut aussi faire un groupe dynamique en disant toutes les machines qui ont d'autres logiciels tels que la liste prévue par le SI se retrouvent dans un groupe dynamique et les logiciels non prévus par le SI vont être désinstallés afin de garantir voilà, la sécurité de la machine. Troisième recommandation de l'ANSSI sur la sécurité post-travail, c'est l'implémentation d'un logiciel EDR ou antivirus. Alors, Benoît, on a un petit peu discuté avant. On n'est pas vraiment d'accord sur le U. L'antivirus, aujourd'hui, donc, on connaît tous le principe de l'antivirus, ça va être de bloquer des logiciels malveillants qui vont qui vont vouloir rentrer sur votre machine. Ça, on connaît bien. Je veux juste m'attarder un petit peu sur un logiciel EDR. Qu'est-ce que c'est? Un logiciel EDR, c'est donc du Endpoint Detection and Response. Ça va être un logiciel de forensique, d'investigation, qui va vous permettre de voir tous les comportements de votre parc informatique. Et grâce à ce logiciel, on va pouvoir reconnaître des comportements suspects. Je vais vous prendre un exemple. Demain, quelqu'un du marketing, on voit sa machine qui va commencer à avoir un comportement déjà qui va s'allumer à 21h. 21h, normalement, les bureaux sont fermés. On va voir ensuite que la machine va essayer de se loguer sur les logiciels de la comptabilité, sur des fichiers clients, des choses que normalement, elle ne devrait pas forcément avoir accès, ou en tout cas, elle ne devrait pas aller chercher ce type d'informations. On peut remonter un comportement suspect et réagir à ça. Comportement suspect, ça va potentiellement être un pirate qui, en fait, va avoir pris la main sur la machine et va commencer à explorer un petit peu votre système informatique. Donc là, grâce à l'EDR, on va pouvoir venir bloquer cette attaque a priori, donc en amont d'une attaque, si on est assez réactif. Et si une attaque aussi se passe, on peut réagir en temps réel en essayant de bloquer l'attaque pendant qu'elle est en train de s'exécuter. Et aussi, on peut ensuite voir quels ont été les dégâts, s'il y a eu des fuites de données, comment l'attaquant a, comment l'attaquant a procédé et quelles vont être les réactions a posteriori pour éviter que cela se reproduise. Donc, on est sur un logiciel qui est complexe, qui est très puissant, mais il ne marche pas tout seul. Donc, il a besoin d'être couplé à l'antivirus, à d'autres solutions de sécurité pour mettre en place une protection. Le DA va prévenir, va sonner la clochette d'alarme, mais il y aura toujours besoin d'un antivirus derrière ou d'une action pour stopper l'attaque. Donc ça, c'est la recommandation de l'ANSSI. Pour rentrer un petit peu plus en détail, je vais vous proposer une slide EZ sur la protection multicouche qui, pour nous, est essentielle dans notre philosophie. Donc, la protection des endpoints, donc c'est vraiment l'antivirus qui va être la base de tout. L'antivirus va être là pour bloquer toutes les attaques, le téléchargement de fichiers corrompus, etc. Mais c'est vraiment une base. Ensuite, on va rajouter une deuxième couche de sécurité qui va être plus dans l'environnement. Donc, on va inclure notamment un sandboxing cloud qui permet en fait d'envoyer des fichiers potentiellement malveillants. On a un doute, et ben, on envoie ça dans les serveurs des Z et en moins de 5 minutes, on obtient une réponse sur la potentielle présence d'une menace ou non. Et on va avoir aussi tout ce qui va être la protection des applications cloud. Donc, je parle ici des espaces de travail partagés, donc toute la suite Microsoft Office, les SharePoint, le Google Workspace, parce que même si votre ordinateur à vous n'est pas infecté, si un collègue à vous va venir uploader malencontreusement un malware dans un SharePoint, c'est pas c'est pas votre machine qui va être atteinte, c'est toute l'entreprise. Donc, on va aussi protéger l'environnement en plus des terminaux. Et puis ensuite, une fois qu'on a réussi à mettre tout ça, c'est là où vraiment on va implémenter le logiciel EDR, donc Detection and Response, chez nous qui est EZ Inspect, qui va permettre de superviser un petit peu tout ça, de remonter toutes les infos qui vont être en amont, afin d'avoir une vision globale sur son parc informatique. Et puis on en reparlera un petit peu après, mais tout ça, donc
managé par des services, parce que notamment l'EDR, ça demande des compétences, ça demande de la présence. On en reparlera après, mais il faut des gens qui soient derrière aussi pour travailler, et pour assurer la sécurité. Voilà pour la partie protection antivirus et EDR. Quelque chose alors, j'ai fait exprès de prendre des images un petit peu old school parce qu'on l'a de moins en moins, mais un port USB, un CD-ROM peut contenir, un malware. Je vais prendre l'exemple typique de la clé USB sur le parking. On a un employé qui arrive le matin à 8 heures sur le parking et qui trouve une clé USB en se rendant au travail par terre. Il va se dire: «Bah, tiens, ça va sûrement être à quelqu'un de l'entreprise». Il va prendre cette clé USB, il va la brancher sur son PC en arrivant. La clé USB peut paraître vide, peut contenir peut-être deux trois photos. En réalité, derrière, il va y avoir un malware. Ça va être un pirate qui va se déplacer directement sur le parking, qui va laisser des clés USB, qui va les laisser traîner. Il va se dire: «Ah, forcément une qui va être ramassée» et le fait d'être plugué sur un ordinateur professionnel ou personnel, professionnel, on est dans ce cadre-là qui est plus grave, il va pouvoir injecter un malware, directement de la main d'un employé, de manière légitime. Donc il est important en fait de bloquer, ces ports USB, les lecteurs de disques amovibles, notamment par des politiques de gestion de sécurité comme le permet, EZ Protect. Hem, on parlait aussi donc de la navigation sécurisée. On peut être amené, dans le cadre de son travail, à uploader des fichiers importants, on parlait des brevets, on parlait de plein de choses, de se rendre sur des sites, heu, des sites professionnels afin d'uploader des fichiers sensibles. Il est important d'avoir une navigation sécurisée. Navigation sécurisée, va garantir le fait que personne n'écoute, par exemple, à votre réseau et puisse intercepter des messages, puisse intercepter des fichiers. Et chez les on propose du coup dans notre solution, antivirus aussi une navigation sécurisée qui garantit un usage d'internet, beaucoup plus serein avec une analyse des sites web potentiellement malveillants, avec, une blacklist de plein de sites web qu'on connaît déjà malveillants et une analyse pour ceux qu'on ne connaît pas encore. Enfin, dans la dernière partie des recommandations, on a la protection et confidentialité des données, donc avec une grande partie qui va être tout ce qui est chiffrement, on va s'attarder juste après. Une deuxième partie sur l'utilisation d'un coffre-fort, d'un gestionnaire de mot de passe et l'intérêt de diversifier ses secrets de chiffrement et puis aussi, l'intérêt de journaliser tous les événements d'accès à vos utilisateurs à des données sensibles. Donc la première partie, ça va être chiffrer entièrement les disques durs, des postes de travail. Il est recommandé de chiffrer un disque dur en entier, donc ça va être fait par un logiciel, chez nous c'est Z Full Disk Encryption, qui va permettre de chiffrer votre disque dur et il sera uniquement déverrouillable par un mot de passe. Pourquoi ça? En cas de vol. En cas de vol, demain, vous vous retrouvez, à manger avec un de vos clients, vous laissez l'ordinateur dans la voiture, votre voiture est fracturée, l'ordinateur est dérobé. Un ordinateur qui n'est pas chiffré, le mot de passe Windows n'est pas une protection. N'importe quelle personne peut débrancher le disque dur de la machine, le brancher sur une machine à lui et explorer le contenu du disque dur. Le fait de chiffrer entièrement le disque dur permet de protéger votre machine en cas de perte ou de vol et de garder, l'intégralité des données, complètement chiffrées et inexploitables pour le voleur. La deuxième partie du chiffrement va être le chiffrement des données sensibles. Demain, vous avez une base client, vous avez des brevets à envoyer, vous avez des contrats très spécifiques, qui 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 sont sensibles. Il est conseillé, de les chiffrer. Donc nous, on propose avec EZ Encryption de chiffrer ces fichiers et de donner des clés de déchiffrement uniquement aux utilisateurs qui vont être en fait le destinataire, par exemple, de votre mail contenant, le fichier sensible. Donc voilà, le fait de chiffrer, ça permet que si le fichier se perd, si le fichier est intercepté, si le fichier est écouté, que la personne derrière tout ça ne puisse pas exploiter son contenu. La deuxième partie au niveau des données, de la sécurité de l'information, ça va être l'utilisation d'un logiciel coffre-fort de mots de passe, aussi appelé gestionnaire de mot de passe, et la diversification des secrets de chiffrement. Il est recommandé, si ce n'est essentiel, d'avoir un mot de passe unique pour chaque usage. Vous avez un mot de passe pour votre ordinateur, un mot de passe pour votre compte, Gmail, un mot de passe pour votre messagerie, un mot de passe pour et cetera et cetera. C'est essentiel de façon à ce que si demain un mot de passe se retrouve dans la nature, on parlait de 3CX qui avait été,
qui avaient été piratés, il y a eu des fuites de données, il y a eu des mots de passe qui se sont retrouvés dans la nature. Et ben, il ne faut pas que ce mot de passe puisse compromettre l'ensemble de vos comptes. Donc, un mot de passe pour un usage. Afin de pouvoir mettre ça en place, eh ben, on n'a pas un cerveau magique, on ne peut pas retenir tous les mots de passe, donc on utilise un gestionnaire de mots de passe. Le gestionnaire de mots de passe vous permettra de générer des mots de passe automatiques et robustes pour chaque usage. Et après, vous vous rendez sur ce gestionnaire de mots de passe pour voilà, vous loguer pour chaque usage différent. Et on a un petit bonus en plus qui est pas recommandé par l'ANSSI, mais que nous, on conseille fortement, qui est l'utilisation de la 2FA, donc double facteur authentification, qui permet, on l'a déjà sur certains, sur nos banques par exemple, qui permet en plus d'avoir rentré un mot de passe, d'avoir une deuxième validation. Souvent ça se fait sur le téléphone, via le biais d'un SMS, via une application, où on valide que le mot de passe a été rentré et que c'est nous qui sommes derrière l'opération. Ça permet notamment, encore une fois, dans un cadre de fuite de mot de passe, de pouvoir avoir une double sécurité, que si un attaquant utilise votre login et votre mot de passe, il se trouve coincé parce que c'est vous, avec votre téléphone personnel, professionnel, pardon, qui devez valider la connexion. Et enfin, la dernière recommandation qu'on va avoir, c'est le fait de journaliser tous les événements d'accès de vos utilisateurs aux données sensibles. Il est important de savoir ce qui se passe dans votre entreprise et Et Z il y a eu aussi une coalition avec une entreprise, qui s'appelle Safetica, que l'on revend aussi. Et Safetica va permettre de classifier l'ensemble des fichiers de votre entreprise afin d'être sûr que, de 1, elles soient accessibles qu'aux bonnes personnes et de 2, qu'elles ne sortent pas de l'entreprise. On appelle ça un logiciel de DLP, de Data Loss Prevention, empêcher les fuites de données. Ce logiciel va permettre, d'éviter, par exemple, qu'un document très important soit imprimé. Parce que quand on imprime un document, malgré tout, on sort de la confidentialité, une feuille peut demain se retrouver perdue. Donc on peut dire, par exemple, seule telle personne a le droit d'imprimer ce type de document, les autres personnes n'ont pas le droit. On peut aussi, empêcher qu'un fichier soit envoyé par mail, afin d'éviter toute fuite de données. Ça permet de classifier vraiment ces données, restreindre l'accès uniquement aux personnes intéressées. Voilà, les numéros de carte bleue de vos clients, aussi les numéros les RIB de vos employés, d'un côté RH, sont des données très confidentielles et ne doivent pas sortir du cadre, RH, du cadre comptabilité. Donc voilà pour les recommandations de l'ANSSI. On en a passé une petite moitié. Et avec Benoît, on a voulu aller un petit peu plus loin en vous présentant quelques recommandations. Donc, on vous parlait tout à l'heure de l'antivirus et de l'EDR, de son importance. On a ici une petite animation où on peut, voilà, ça permet d'imager comment marchent des solutions de sécurité. Bon, j'attends qu'elle se termine. Et en fait, on va avoir 3 phases. D'abord, la phase de prédiction, c'est-à-dire c'est tous ces points noirs qui vont venir pénétrer notre machine. Déjà, on va éviter d'en avoir le plus possible. On va essayer de filtrer un petit peu tout ça, de façon à ce que les points noirs, ce soient que des choses voulues ou en tout cas, comment, on va essayer de limiter le nombre de data qui vont rentrer dans le PC. Et ensuite, on va avoir toute la partie protection antivirus, donc prévenir et protéger, avec plusieurs filtres qui vont venir justement empêcher, des logiciels malveillants, des risques potentiels d'arriver sur votre machine et de potentiellement, faire du mal à votre société. Et enfin, malgré tout, parce que rien n'est infaillible, il est possible que certaines, attaques arrivent à passer cette étape de protection. On va avoir l'EDR notamment qui va rentrer en jeu, le fait de détecter et de répondre à une attaque et on va essayer de tuer à la racine, des attaques qui vont vouloir proliférer. Donc l'importance justement de l'EDR, on en parlait tout à l'heure, c'est, aussi d'avoir quelqu'un derrière. Un EDR permet du coup de garder un œil sur ce qui se passe, mais il se passe des choses, toute la journée, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, il peut se passer des choses et il y a l'exemple du CHU de Brest qui avait été attaqué et je trouve que c'est un très bel exemple afin de vous illustrer, ça. Donc le CHU de Brest, donc 8 000 utilisateurs, 350 serveurs, donc un gros CHU, se retrouve
le jeudi soir à 21 heures avec une activité suspecte. On voit qu'il y a des des activités, un PC qui s'allume à 21 heures, qui a pas raison d'être, qui va commencer à fouiner un petit peu dans le système informatique, PC qui a pas du tout normalement la vocation de se balader dans le système informatique et en fait, tout ça venait, d'un utilisateur, d'un identifiant qui avait été compromis. Ce qu'il faut garder en tête dans cette histoire, c'est qu'à 21 heures, il y avait le RSSI qui a été alerté, heu, grâce à, hem, grâce à une permanence et qui a pu intervenir de suite. Ça s'est passé à 21 heures, ça aurait pu se passer à minuit, ça aurait pu se passer un samedi matin. L'importance de superviser ces activités, c'est d'être opérationnel 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 parce que eux, les pirates, ne dorment pas. Heu Et du coup, l'importance de ça, c'est les services qu'il y a derrière. Donc je vous parlais sur la pyramide, c'était le sommet en jaune et l'importance d'avoir justement une équipe dédiée. Toutes les entreprises ne peuvent pas se permettre d'avoir, une équipe dédiée 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ça fait, c'est du 5-8, hein, c'est pas du 3-8, c'est du 5-8. Donc voilà, ça fait 5 personnes embauchées pour garder un œil sur l'informatique. Toutes les entreprises ne peuvent pas se permettre et il existe des services, notamment, par les MSP ou directement par les éditeurs, qui vont permettre de, déléguer la gestion de son entreprise, la pas la gestion, la sécurité de son entreprise à des entreprises ou à des fournisseurs de services, où eux, ça va être leur métier et ils vont pouvoir réagir en temps et en heure. C'est quelque chose qui est très important parce qu'on oublie un petit peu, le côté supervision qui est pourtant essentiel. Et puis, voilà, quelques conseils en plus. Il faut s'entourer pour faire face aux menaces. Donc, les conseils, vous avez, vos fournisseurs de logiciels, vous avez vos prestataires informatiques qui vont être là pour, vous aiguiller quand vous avez des questions. N'hésitez pas à les contacter. N'hésitez pas aussi à les contacter pour, installer, comme on dit dans les règles de l'art, parce que l'installation d'un logiciel, c'est ça peut paraître anodin, mais parfois, la bonne configuration d'un système peut éviter, de créer des failles justement. On parlait de failles, de créer des failles, de créer des brèches dans votre sécurité. Et puis, les prestataires informatiques seront là aussi pour intervenir sur site quand vous avez, un pépin, quand vous suspectez une attaque et ils peuvent aussi, comme on disait, superviser votre parc informatique à distance, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, avec ce qu'on appelle du MDR, donc du Managed Detection and Response, pour vous permettre de partir serein en week-end, partir serein en vacances et être sûr que votre parc informatique reste sécurisé. On arrive à la fin de cette présentation. Je vous remercie beaucoup pour votre attention et je vous propose tout de suite de passer à la phase de questions.